Bon, salut Alexandre. Salut. Merci de me rejoindre aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci à toi. Très tôt le matin, mais bon, vu les agendas que chacun, c'était plus facile. Ouais. T'es arrivé en France là, ces jours-ci? Ouais, je suis arrivé hier Ok. matin. Tu rentres d'Afrique où t'es coach. J'ai l'honneur d'avoir le plus jeune coach du monde. C'est le titre qu'on t'a donné. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit depuis là 2 ans et demi, quand je suis arrivé à Abidjan, au stade Abidjan en janvier 2023. Donc j'avais 25 ans, maintenant 28. Hein. Mais donc voilà, après c'est les journalistes. Pour ceux qui te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter, revenir un peu sur ton parcours? Ouais, donc Alexandre Lafitte. J'étais actuellement entraîneur au stade Abidjan, donc en Ligue 1 ivoirienne, pour lequel je suis arrivé. On a maintenu l'équipe et on a obtenu le titre de champion de Côte d'Ivoire cette saison et on a joué la Ligue des Champions. Et avant, moi, je suis issu d'un parcours universitaire à Tarbes où j'ai fait une licence et un master en université du sport. J'ai entraîné les catégories de jeunes, j'étais adjoint en National 3. Après, j'ai travaillé au Paris FC en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle féminine. J'ai été passé aussi par la PSG Academy, passé par Guignon. Voilà, j'ai fait différentes expériences chez des clubs amateurs et après j'ai eu cette opportunité d'être numéro 1 en Côte d'Ivoire et voilà. Comment t'as eu justement cette opportunité numéro 1 en Côte d'Ivoire? Ouais, sincèrement le réseau c'est drôle parce que c'est quand tu cherches tu trouves pas et quand tu cherches pas forcément il y a l'opportunité. Ouais. C'est un ami avec qui je travaillais à PSG Academy qui en fait, moi, je recherchais une opportunité d'être numéro 1. En France, très difficile de passer les diplômes, d'avancer, au niveau des échelons. Et j'avais eu une opportunité 1 an avant de travailler au Ghana. Et j'avais refusé, j'avais pas senti le projet. Et là, on m'appelle, on me dit, écoute, il y a ce projet, il y a ce club-là qui recherche un profil plutôt jeune. Voilà, innovant et donc j'envoie mon CV et derrière après je rencontre le président 2 fois à Paris et ça se fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Ouais. C'est énorme la culbute que tu as fait entre le niveau que tu avais en France et partir en D1 africaine, parce que j'imagine que c'est pas le même football, c'est plus de médias, couverture médiatique plus importante. Ouais, c'est sûr. Surtout que en plus la Côte d'Ivoire c'est quand même un pays de football. Certes le championnat local c'est pas le meilleur championnat d'Afrique, mais avec l'exposition qu'il y a eu avec la CAN, avec le fait que maintenant il y a des équipes qui jouent quand même la Ligue des Champions africaine, la Coupe CAF. Donc au fur et à mesure du parcours, il y a eu beaucoup plus de visibilité. Et donc forcément pour moi c'était un tremplin. Et en fait c'est un peu ce que je recherchais aussi. Donc je trouve que c'était... T'étais déjà dans cette démarche de chercher un projet où tu serais entraîneur d'une équipe numéro 1. Ouais. T'étais déjà dans cette démarche. Non, c'était ça. Tu t'es dit qu'en France c'était compliqué? Ouais, en France, j'ai compris que c'était complexe parce que des fois on pouvait avoir des opportunités, mais on n'avait pas les diplômes. Ouais. Et moi, je me voyais pas faire une carrière d'adjoint et après attendre un jour ma place. Enfin, je me suis dit, voilà, si j'avais l'opportunité de me lancer, je préférais moi-même me challenger, voir est-ce que je suis capable. Et graviter et évoluer en tant que numéro 1 que de faire par exemple des clubs ou des centres de formation ou être adjoint sur les pros. Voilà, c'était un choix. Après peut-être que j'ai eu peut-être cette part de chance. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le métier d'entraîneur, c'est un métier qui est où il y a beaucoup de hiérarchie. Les gens attendent leur place. Il y a différents niveaux qu'il faut passer avant. Clair. Et enfin, surtout en France, peut-être à l'étranger aussi, j'imagine. Mais il y a des moyens de prendre un ascenseur qui... Ouais, mais en plus dans le foot, on a tendance à mettre les gens dans des cases. Foot féminin, adjoint, entraîneur principal. Et c'est pour ça que c'est très difficile quand on n'a pas été joueur professionnel de pouvoir passer les diplômes, de pouvoir évoluer. Et donc, j'avais regardé aussi du côté de l'Asie, j'ai regardé aussi de l'Amérique et je me suis dit, bon, voilà. Après, c'est aussi ma personnalité, mon caractère qui fait que je voulais essayer de me challenger en tant que numéro 1, malgré que j'étais jeune, enfin que je suis toujours. Donc voilà.
Oui, t'es jeune. Je te disais tout à l'heure que ça me fait bizarre de préparer une interview sur un coach qui est plus jeune que moi. Non, c'est clair. Non, Mais ce qui est intéressant notamment pourquoi j'ai commencé ce média, ce podcast, c'est pour avoir des retours et des échanges avec des personnes qui ont des parcours hors normes. Et ce qui est bien, c'est qu'à 25 ans, t'as pas eu peur de casser les codes, de penser en dehors de la boîte. Et du coup, t'as bousculé un peu les codes, quoi. Non, mais clairement. Clairement, après, moi, je suis parti du principe. En fait, j'ai toujours une idée de ce que je voulais être. Tu savais je savais. Disons qu'il y a 3-4 ans, tu t'imaginais à cette place-là déjà? Mais en fait, dans l'idéal, je me voyais être numéro 1, mais même depuis très longtemps, depuis l'âge de 15 ans. Depuis quand tu sais que tu veux être coach? Ouais, depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, okay. C'est aussi pour ça que du coup, t'as joué au foot? J'ai joué au foot, ouais. J'ai joué au foot et j'étais dans un club de National 2 à l'époque à Mont-de-Marsan où j'ai fait les sections sportives. Voilà, je jouais avec l'équipe de jeunes et après j'ai signé à Tarbes, à la réserve qui jouait aussi en N2 et après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je pense qu'avec le temps j'aurais pu jouer en N3, N2 mais c'était pas... En fait, c'était pas quelque chose qui te faisait vibrer plus que ça. Voilà. T'avais plus d'ambition, t'avais d'autres idées. Ouais. À partir du moment où j'avais pas pu signer un centre de formation quand j'étais jeune, je me suis dit, je pense que voilà, j'avais l'ambition. Je pense que très tôt j'ai aimé diriger, j'ai mon père qui entraîne dans le tennis de table, auquel je souvent côtoyé. J'étais aussi capitaine dans certaines équipes de jeunes. Et puis c'était dans l'ère du temps où il y avait Guardiola, Mourinho. Donc je pense qu'il y a eu une part d'inspiration et t'as été élevé la sauce. Ouais, c'est un mélange de tout qui a fait que voilà, j'étais focus sur ça. Donc t'as vite switché carrière d'entraîneur plutôt que continuer de jouer au foot pour le plaisir. Ouais. Et tu t'es dit N3, N2, bon, ça m'intéresse pas trop, je préfère aller me battre pour chercher plus haut, plus gros et quelque chose qui va mieux à ma personnalité. Tout à fait. Mais sauf qu'en vrai, l'ambition que j'avais, je pense qu'elle n'était pas réaliste. Non. Parce qu'en vrai, personne n'a fait. C'est vrai que j'ai rarement entendu ce type de parcours-là. Ouais. En français encore plus. Quand tu vois les entraîneurs qui sont là, même ceux qui n'ont pas fait une grande carrière, ils ont attendu dans l'ombre, traducteurs, vidéastes, adjoints. Ils étaient vraiment dans l'ombre, ils ont attendu leur moment pendant 10-15 ans, et c'est après qu'ils ont éclos, quoi. Mais tu as réussi à aller très vite, et bravo pour ça. Ouais, merci, mais bon, c'est pas fini. Raconte-nous un peu, c'est comment le foot en Côte d'Ivoire? Non, le football en Côte d'Ivoire, c'est... Alors, la différence je pense, des stéréotypes qu'on peut avoir, c'est que moi, je m'attendais à un football très athlétique. Et je suis arrivé avec des joueurs très techniques, alors qui courent beaucoup, qui ont la capacité de répéter beaucoup d'efforts, qui, je pense, sur le plan tactique, peuvent avoir peut-être des retards. Mais par contre, un football très passionnel, donne tout, et puis l'environnement très, très émotionnel. En plus, donc non, le top. Ah ouais? Ouais, non, top, parce qu'il y a eu la CAN, même l'avant-CAN, donc on a des terrains de très haut niveau. Enfin, quand on joue dans les grands stades, c'est top niveau. Vous avez des bonnes installations, ouais. Terrains d'entraînement, de match. Pour les terrains d'entraînement, ça dépend de chaque club. Ouais. Est-ce qu'ils ont parce qu'il y a peu de clubs qui ont leur propre centre d'entraînement. Même nous, il est en construction. Donc nous, on était en location, mais dans quand même un centre d'entraînement quand même qui est plutôt bien. Ouais. Après, je sais qu'il y a certaines équipes et certains clubs qui ne se donnent pas les moyens d'être dans des bonnes installations. Mais par contre, pour le championnat, non. Tout le monde bien loti. Enfin, tous les matchs, c'est des bons terrains, vous régalez. Non, c'est top. Ouais. Et en termes de spectateurs, ça donne quoi? Non, spectateurs, c'est moyen. C'est moyen. Là, c'est moyen. J'ai l'idée de l'Afrique avec la ferveur, des stades remplis. Ben, moi aussi, j'avais ça. Alors, je l'ai connu en Ligue des Champions. Ouais, oui. Mais en Côte d'Ivoire, malheureusement, je pense qu'il y a une problématique de savoir-faire et de communiquer, etc., qui fait que il y a certains clubs qui ont des supporters où il peut avoir un peu de monde, mais il peut avoir sinon des matchs où il y a peu de monde. Donc, mais c'est plus un problème de savoir rassembler les gens, etc. Après aussi, il y a beaucoup d'équipes qui sont issues d'Abidjan. Donc quand vous avez 8 ou 9 équipes, les gens sont fatigués c'est-à-dire que
il n'y a pas forcément de sentiment d'appartenance. Ouais. Par contre, quand vous jouez des équipes à l'intérieur du pays, là, il y a beaucoup plus de monde. C'est le cas aussi, même dans notre championnat à Paris, c'est le cas. Si tu veux. À Paris, tu n'as pas beaucoup de monde, tu as du mal à rassembler. Par contre, tu vas jouer en Bretagne, dans le sud-ouest, dans l'est, tu as toujours beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Donc, t'es arrivé, vous jouez le maintien. Ouais. Et 2 ans après, vous gagnez le titre. C'est ça. C'est quoi la recette ? La recette... Si tu veux la partager. Non, mais pour expliquer, je suis arrivé, l'équipe est avant-dernière. Ouais. Donc là, à l'été Non, j'arrive en cours de saison. En cours de saison, en janvier. Okay. Janvier 2023. Donc il y avait une urgence de se maintenir. Une urgence de se maintenir. Donc je signe 6 mois. Donc c'est l'opportunité pour moi. À ce moment-là, tu pars juste pour signer 6 mois. Ouais. Tu quittes la France, tu quittes un peu tout ce que tu avais ici pour signer 6 mois en Côte d'Ivoire, dans un championnat que tu connais pas. C'est clair. Ok. Mais je savais. À 25 ans. 25 ans. Mais je savais que pour moi, c'était l'opportunité de ma vie. Okay. Parce que je savais que si je faisais quelque chose de bien, on se maintenait. Derrière, il pouvait avoir une prolongation. Et donc, on se maintient. Là, très simplement, c'est donner de la confiance, être capable d'être mieux organisé, travailler différemment. Et on arrive, je crois, à faire en deuxième partie de saison le 8e ou 9e meilleur parcours, quoi. Et après, je prolonge de 2 ans. Et là, l'idée, c'est réfléchir à comment être ambitieux. Donc, on a été plus ambitieux dans le recrutement. J'ai fait en sorte de recruter des joueurs qui avaient de l'expérience, qui avaient déjà gagné, qui avaient déjà joué. Il faut comprendre que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas forcément de moyens par rapport au football. Mais la différence, c'est que le joueur ivoirien est un peu partout, c'est-à-dire il joue dans tous les championnats. Il y a beaucoup et il y a un très bon niveau. Mais en Afrique, vous avez le droit qu'à 5 joueurs étrangers la plupart des championnats. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un joueur ivoirien qui joue dans les plus grands championnats en Afrique, si ça se passe mal, une blessure, etc., souvent, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre au pays. Et donc, il peut gagner 20 à 50 fois moins, mais il revient pour se relancer. Mais il est au pays, Et donc, la stratégie, pour moi, c'est que on n'était pas un club formateur. C'est-à-dire, le Stade Abidjan, c'était un club historique qui a gagné c'est le premier club ivoirien à avoir gagné la Ligue des Champions africaine. Mais par contre, on n'avait pas un centre de formation développé, etc., comme certains clubs. Et donc, on ne pouvait pas recruter les meilleurs jeunes ou les meilleurs joueurs des équipes adverses parce qu'on ne pouvait pas faire de transfert. Donc, pour moi, la stratégie, c'était de récupérer des joueurs qui étaient à l'étranger, qui voulaient se relancer. Il y avait un petit, Et puis, faire que quelques petits coups par-ci, par-là. Et c'est comme ça que j'ai essayé de renforcer mon effectif. Et après on a créé je pense, une vraie identité de jeu, tu vois, basée plus sur la possession, l'intensité. T'es plutôt un frère de possession. Oui, du moins, ce que je veux dire, je m'adapte aussi au rapport de force et aux caractéristiques de mes joueurs. Mais j'aime que mes équipes soient protagonistes. C'est-à-dire que si on n'a pas le ballon, c'est fait exprès. Si on a le ballon, on sait comment. Voilà. Et l'idée, j'ai créé un état d'esprit avec le club, l'environnement pour structurer et pour se donner les moyens. Et donc, sur la deuxième saison, la saison complète, on finit 2e. On se qualifie pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Après, on élimine le champion du Sénégal, champion de Guinée. Et après, on va en phase de groupe de Ligue des Champions. Et là aussi, je renforce. Tu continues de renforcer je renforce. En regardant la continuité du travail que tu avais fait avant. Et l'idée, je suis allé chercher aussi des joueurs face aux concurrents, c'est-à-dire face au plus grand club de Côte d'Ivoire, qui est la SEC Mimosa. On est allé chercher le capitaine, on est allé chercher 2 joueurs. Récupérer cela ? On a allé chercher à récupérer parce que... À ce moment-là, c'est toi qui drive tout ça, t'as la main ? Sur le recrutement, c'est moi. Donc, ok. Et heureusement. Et donc là, c'est toi qui négocie avec le joueur, c'est toi qui le convainc de venir. Ouais, c'est ça. C'est moi qui négociais les clauses libératoires. En fait, j'ai mis un système aussi parce qu'en Côte d'Ivoire, les joueurs, souvent, ils veulent venir pour se relancer. Oui. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que des fois, on pouvait pas se mettre sur le marché ou par exemple, j'ai joué un jeune joueur qui est venu de 2e division américaine. On peut pas s'aligner sur les salaires. Non. Mais par contre, on peut lui expliquer le projet. On peut lui expliquer tu auras tant au départ. Mais par contre, pour sortir, tu as une clause libératoire. Et en fait,
il crée un système où tous les joueurs savaient pour combien ils rentraient et pour combien ils pouvaient sortir. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Parce que souvent, en Afrique et en Côte d'Ivoire, ce qui peut être difficile, c'est que les joueurs, ils ont peur après d'exploser, qu'après, les clubs, ils bloquent parce qu'ils demandent plus. Ça se fait régulièrement. Et voilà, ça se fait régulièrement. Et donc je suis parti sur cette stratégie. Et après, je trouve qu'avec ma première saison, il y a eu beaucoup de communication positive des joueurs entre eux, qui a fait que certains joueurs nous contactaient, en fait. Ah, ils voulaient venir. Ouais, bouche à oreille, il y avait la Ligue des Champions, mais ils voulaient venir aussi par rapport à la manière dont on jouait, la manière du management. Okay. Ouais. Donc ça aide. Parce que je reviens là-dessus, mais à ce moment-là, quand tu arrives, donc tu as 25 ans, tu arrives dans un club qui est relégable. Comment est perçue ton arrivée avec les joueurs ? Avec les joueurs, en fait, la situation est tellement catastrophique que les joueurs, pour eux, c'est un peu un vent nouveau. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de temps. Je suis arrivé, on est parti en stage 2 semaines. Parce que la trêve, c'était assez courte. On pris une semaine après et après, on a enchaîné. Donc, je pense que les joueurs, ils ont suivi très rapidement. Je leur ai dit, voilà ce que j'attends de vous. J'ai fait beaucoup d'entretiens individuels au départ pour comprendre. Pour comprendre qu'est-ce qui va pas, pour essayer de cerner la personnalité de chacun. Parce que, on y reviendra peut-être après, mais j'ai une approche, j'aime beaucoup comprendre les gens sur l'aspect humain et sur côté management. Je pense que c'est important de tirer tout le monde vers le même but. Et par contre, non, j'ai eu un très bon accueil et les joueurs, ils ont suivi. Et c'est ça aussi qui a fait ma réussite aussi en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai réussi à amener les joueurs, même j'ai réussi à amener des joueurs. Ce qui est drôle, c'est que souvent dans mon effectif, je pense qu'on a été la meilleure équipe à un moment donné, mais on l'a été là. Mais on avait de très bons joueurs, mais on n'avait pas forcément les meilleurs, quoi. Ouais. Et je trouve qu'il y a des joueurs même ils jouaient même à 110, 115%. Ils se sont révélés. Ouais, il y en a. Donc pour le coup, non, ça a été une super expérience sur le fait d'avoir amené ces joueurs. Ouais. Et du coup, dans le management de tous les jours, t'as pas de remarques sur le fait que tu sens pas le fait que tu sois plus jeune qu'eux ? Non, c'est passé ça. Ça aurait pu être un peu. En vrai, même pas. Je sais même pas. En fait, à partir du moment où dans la manière de travailler, on est organisé, structuré, parce qu'on est les process, vidéo avant chaque séance, des feedbacks, je leur explique ce que j'attends d'eux. Après, dans le relationnel, je peux être proche comme je peux être aussi distant. Je peux savoir, j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur de sanctionner, mais à la fois je peux être aussi à l'écoute. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce souci-là. Et après, de toute façon, c'est les résultats, les joueurs. Une fois que tu as les résultats, les joueurs suivent. Et même ceux qui sont réticents au départ, quand ils voient que le bateau il avance, ils veulent remonter dedans. Non, mais c'est clair. C'est ça. Donc, t'as raison. Donc tu dis que tu es beaucoup basé sur l'humain, le management. Comment ça se traduit ? Donc tu me disais beaucoup d'échanges, vidéo, feedback. Tu t'intéresses beaucoup aux joueurs avec qui tu travailles du coup ? Ouais, déjà j'essaye de comprendre la personnalité de chacun. Ouais. Donc moi je profile les joueurs. J'ai été formé avec Rafi Polite au profilage pour comprendre la personnalité. Tu arrives à cerner rapidement. Ouais, en testant aussi le corps avec les préférences motrices. Ouais. Mais aussi... Ça, c'est les techniques que tu as implémentées ? Ouais, les techniques, avec aussi d'autres, parce que j'ai un master en préparation mentale, j'ai des formations complémentaires. Enfin, j'ai une vision, je pense, globale sur l'aspect humain. Donc, j'essaie de comprendre et aussi de dialoguer, parce qu'il n'y a pas que des outils, il y a aussi, à travers l'échange... comprendre l'histoire, les objectifs, les besoins, les motivations profondes aussi. Ouais. Et après ça, c'est mettre en place un management collaboratif, participatif. Okay. Donc ça, c'est à travers des ateliers. L'idée, c'est comment on veut vivre ensemble, quelles sont nos valeurs. Tu les as fait participer à ces valeurs-là. Ouais. C'est eux qui ont écrit, c'est eux qui ont défini ces choses-là. Ouais, alors après, c'est... Ou t'as orienté ? Non,
pour le coup, pour les valeurs, en fait, je change. Je fais jamais la même chose parce que. Mais j'ai fait un atelier qui est, pour moi, je m'attendais pas à cette réussite. C'est que j'avais mis une 50aine de valeurs en prépa sur le PowerPoint. C'est quelque chose que vous faites en stage Ouais, en stage, okay. en stage. Et un exemple, on avait 31 joueurs. Donc je dis à chaque joueur, donc il y a 50 valeurs, comme ça donne une indication sur les valeurs. Et je leur dis, de marquer 3 valeurs pour vous voilà, qui vous caractérisent et qui devraient caractériser l'équipe dans laquelle vous jouez. Ouais. Donc ils le font. Après, je les mets par groupe. Et donc, ils échangent sur les 3 valeurs. Mais avant, je leur ai dit prioriser avec une valeur en premier sur les 3. Et donc, ils échangent par table à travers les 3 valeurs. Et parmi les priorités, ils doivent en ressortir 3 de chaque groupe. Donc, ils en ressortent 3 de chaque groupe. Et donc, il y avait 5 groupes. Et donc, je demande qu'ils me donnent les 3 de chaque groupe. Et là, un truc incroyable. C'est les mêmes. C'est qu'ils me sortent, c'est-à-dire sur les 5 groupes, à chaque fois, il y a 3 valeurs qui se retrouvent dans 4 groupes. Okay. Donc, ça veut dire, donc il y a eu 3 valeurs qui sont ressorties. Ouais. Et extraordinaire. Et du coup, c'est un exemple, hein, parce que par exemple. C'est quoi les valeurs? Ouais, c'était état d'esprit, il y avait solidarité, et il y en avait une 3e, je l'ai plus. Ouais, ça date, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'est des choses que tu avais notées en stage et qui se sont vues après sur le terrain. Ouais, mais en fait, c'est pour. Ça, ce sont des choses pour lesquelles tu fais, tu peux appuyer de temps en temps, et puis surtout, en fait, à un moment donné, ces ateliers-là, quand il peut y avoir des moments de crise ou autre, tu vas ressortir. Tu reviens dessus. Voilà, pour faire des rappels, pour reconnecter. Par exemple, il y a un travail aussi que j'aime beaucoup faire, c'est pour travailler sur la lucidité sur les choix. C'est-à-dire que je les mets dans une situation, les joueurs par groupe, ils doivent répondre à une énigme. Par exemple, c'est monter l'Everest, et je leur dis, voilà, vous êtes 30. Dans les 30, il y a, par exemple, je sais pas, il y a 3 soigneurs, 3 guides, etc., des caractéristiques, il peut y avoir des enfants, des femmes, etc. Je leur dis, au bout de tant de kilomètres, on peut être plus que 20 parce qu'on a besoin d'oxygène, etc. Puis après de 11 parce qu'on a que 11 cordes, etc. Et voilà, je leur dis, bon, qui vous décidez, vous devez choisir en équipe, qui vous décidez à chaque étape pour aller en haut, quoi. Et en fait, le résultat, on s'en fiche. En fait, ce que je leur demande, c'est à chaque groupe, à un moment donné, c'est pourquoi vous avez choisi ça. D'accord. Et là, il y a en fait, pour y arriver, quoi, pour performer. Et donc, moi, je dis, moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'arrive au match, quand je choisis 20 joueurs ou 11, je choisis les gars pour performer. Et en gros, ça, l'idée, c'est de faire prendre conscience voilà, sur les choix et dans tout ce qu'on fait. J'aime que le faire passer à travers des... bon, là, c'est des ateliers en pré-saison, mais après, par exemple, sur les options de jeu, sur le plan de jeu, je fais en sorte aussi que tout le monde adhère. Donc moi, j'ai une identité très forte, mais c'est les joueurs qui jouent. C'est les joueurs qui te font gagner. Et tu sens qu'ils sentent pas ce plan de jeu-là. Et après, il faut être capable de les amener. Parce que faut les draguer, voilà, faut les amener, faut les convaincre. Parce que je pense que y a une part aussi du coach qui doit être capable de donner de la flamme. Ouais. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est important ce management collaboratif. Et je m'aide aussi de type de leader. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des leaders forts. C'était ma question après. Comment tu construis une équipe, justement, en termes justement de leader, de joueurs plus physiques, de leader technique, de leader de vestiaire? Est-ce que tu fais attention à ça quand tu fais un groupe? Alors, l'idéal serait que oui. Mais je t'avoue que ça se fait naturellement. On prend des infos. Ouais. L'idée, c'est que les personnes qu'on recrute, on sache qui on a en face, comment elles s'entraînent, l'état d'esprit qu'elles peuvent avoir. Mais après, surtout, c'est quand tu as ton effectif, c'est être capable de comprendre qui t'es en face
d'analyser et de comprendre les différents types de leaders. Ouais. Et voilà, donc savoir qui... moi, je caractérise de manière théorique, mais c'est un peu plus complexe en vrai, mais c'est qui est leader pair, c'est-à-dire le gars, à un moment donné, dans la mi-temps, il arrive, il va mettre un coup de gueule, il va secouer tout le monde. Voilà, il y en a souvent, et puis il en faut. Ça, il en faut, ouais. Il en faut, mais après, il y a le leader mère. Tu sais, c'est le joueur, on va aller voir, tout le monde va venir se confier, etc. Lui, il doit être à l'écoute. Et ça, c'est important parce que ça permet de rassembler, d'avoir ce type de leader. Et puis, tu as le leader opératoire, c'est le gars sur le terrain qui amène tout le monde, quoi. Ouais. Donc après, des fois, tu as des joueurs, ils peuvent en regrouper 2, 3, ou voilà. Après, il y en a des fois, tu peux avoir des groupes où il te manque un vrai leader comme ça. Donc tu dois essayer de toi voir qui pourrait prendre cette place ou essayer de lui donner. Et après, ou si tu décèles ce truc chez quelqu'un, essayer de le faire ressortir plus et qu'il s'épanouisse un peu plus dans ce rôle-là. Si tu l'as vu. Ouais, c'est clair. Et après, selon ça, t'as des suiveurs, quoi. T'en as, ils suivent certains et d'autres, donc c'est comprendre. Et puis après, t'as les fameux joueurs qui sont un peu électrons libres, quoi. T'arrives à travailler avec eux aussi. Ouais, mais eux, c'est le plus dur, mais c'est eux qui te font souvent gagner aussi. Ouais. Si t'arrives à, c'est eux, les comprendre, à travailler avec eux, à leur donner leur place, et en même temps, pas qu'ils fassent n'importe quoi non plus. Voilà. Mais c'est la nuance. Tu sais que c'est les joueurs, quand ça va pas, ils sont capables d'aller de l'autre côté. Mais tu sais que si par contre tu les amènes avec toi, il peut te faire gagner faire gagner des matchs. Donc voilà, c'est de manière théorique, mais c'est la vision pour un peu comprendre comment j'essaie de voir la chose. Et l'idée, voilà, moi j'aime que il faut amener tout le monde. Ouais. Il faut amener tout le monde. Et je pense que ça, c'est ma force. L'idée, souvent, je prends l'exemple de l'analogie que fait Onesta. C'est si les joueurs, ils sont dans une maison, que la maison, elle appartient au patron et qu'elle commence à brûler, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont fuir. Ouais. Par contre, si c'est leur maison, c'est eux-mêmes qui l'ont construite. Ils y ont cru. Ouais. Quand elle commence à brûler, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à éteindre. Ils attendent qu'au dernier moment pour fuir. Et ça, je trouve que donc c'est à travers tout ce qu'on fait au quotidien, que ça soit en pré-saison, pendant les entraînements, les matchs, tous les rituels, c'est des choses très subtiles que tu peux faire, mais c'est qu'ils se sentent intégrés au projet, qu'ils connaissent leur place. Et tu vois, par exemple, nous, sous les 2 saisons, on n'a pas perdu 2 matchs d'affilée en championnat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu perds, parce qu'en plus, là-bas, en Afrique, c'est quand tu perds, c'est la fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde. Okay. Encore plus pour les gens autour de l'équipe. Ouais. Et c'est très négatif. Très négatif. Ouais. Et par contre, quand tu gagnes, c'est l'euphorie. Et je trouve que c'est notre force, quoi. Ok. J'ai une question là. C'est quoi pour toi la définition d'un groupe qui vit bien ? On l'entend beaucoup. C'est parfois tourné à l'ironie, le groupe vit bien, etc. Je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Moi, je trouve que le groupe qui vit bien, c'est le groupe qui est capable de switcher. C'est-à-dire je rentre dans l'échauffement ou après la vidéo, tu sens que ça taquine, tu vois, ça sourit, tout le monde est ensemble. Et au moment où il faut travailler, tu vois, tout le monde est focus. Mais que ça soit ceux qui travaillent, parce qu'à un moment donné, les joueurs, ils savent qui préparent pour jouer titulaire, ceux qui jouent à la place de l'adversaire, parce que quand tu arrives à J-2, tu commences tu travailles, il y a l'équipe adverse, etc. Et tu le sens. Et moi, je trouve qu'un groupe qui vit bien, c'est que tu as les gars qui jouent même par rapport au projet de jeu, au plan de jeu d'équipe adverse, qui se motivent, disent non, il faut qu'on augmente, ils jouent le jeu, ils mettent l'exigence. Donc, ce genre de choses, quand tu le vois, tu sens que tu dis le groupe vit bien, quoi. Après, ça peut être sur d'autres caractéristiques, ça peut être en dehors du terrain où les joueurs ils veulent essayer de se voir en dehors, etc. Mais tu vois, moi, cette année, j'avais un effectif avec énormément d'ego. Ouais, tu l'avais senti. Là, j'avais un effectif avec des joueurs qui ont joué pour la plupart un peu partout. Et puis ceux qui étaient là, c'était un peu les stars d'ici. Et j'avais énormément d'ego. Parce que les joueurs de foot là-bas sont très connus. Mais du moins, ce que je veux dire, c'est
sur le plan local, tu sais, tu as des joueurs qui ont tendance à rester dans le championnat et qui ont gagné. C'est des joueurs du championnat. Et puis, tu en as d'autres qui sont arrivés de l'extérieur. Et j'avais beaucoup d'ego. C'est vrai que je pense pas que tout le monde, ils allaient être tous amis en dehors, tu vois. Alors que la saison d'avant, c'était un peu différent. Mais par contre, sur le terrain, on était en mode mission et voilà. Tu sentais l'union sur le terrain. Ouais, on a réussi à créer ça. Okay. Mais il y a eu des moments un peu chauds et c'était pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais tu vois, par exemple, pour revenir sur notre année là, où on monte en national avec Fleury, on s'est pas beaucoup vu en dehors, tu vois. On n'a pas. Ouais. Enfin, on se voyait par petits groupes, tu vois. Voilà. T'as des affinités forcément qui se créent. Les mecs se voient par 2, par 3, en fonction de ce qu'ils aiment faire, etc. Mais il n'y a pas eu beaucoup de rassemblements d'équipes communs en dehors des entraînements, etc. Ouais. Par contre, je trouve que le coach a bien fait ça cette année où, quand on arrivait sur le terrain, on switchait, focus, on savait qu'on avait qu'une mission, c'était gagner. Et là, à ce moment-là, le taf était fait, quoi. Ouais. Mais donc, on sentait un peu cette force collective-là cette année. C'était assez présent sans pour autant qu'on se voit forcément beaucoup en dehors. Non, c'est clair. Mais ce que tu dis, c'est ça qui est... Bon, c'est pas facile de l'expliquer. Même si on a embêté un peu le coach, parce que bon, on a pas mal d'anciens. Moi, j'ai aussi pas mal de matchs, etc. J'arrive facilement à switcher, tu vois. Okay. J'arrive facilement à passer d'un état où je déconne. Mais c'est pas déconner pour rigoler, c'est déconner, c'est naturel pour moi, tu vois. Et passer d'un état où je déconne à jouer, switcher et donner le meilleur de moi-même. Donc le coach, il avait un peu du mal à accepter ça parce que on n'était pas le seul comme moi, je suis pas le seul à rigoler, après switcher, et après jouer le match, tu vois. Là, je vois. Bah, c'est pareil, il y a certains joueurs qui sont comme toi. Moi aussi, des fois, ils me gonflent. Mais à la fois, je sais que ça montre, ça révèle quand même la bonne ambiance et le fait que... Mais par contre, ils ont cette capacité à switcher. Mais tu sens, tu vois, cette saison où on est champion, tu sentais un truc. Mais tu sens, c'est complexe, t'as une intuition, tu te dis, ouais, il y a quelque chose qui se passe et elle est pour nous, quoi. Ouais. Et la manière de travailler au quotidien, tu vois, les joueurs, tu vois, chaque jour, même si tu gagnes, ils continuent à travailler. Donc ça, c'est quelque chose de puissant. Et c'est... Parce que du coup, t'arrives pour reprendre cette équipe-là, t'es tout seul, t'as pas d'adjoint, t'as pas tes équipes. Non, j'ai pas de. Ouais, je viens pas avec un staff. Voilà. Il y a un staff local. Il y a le staff qui est déjà en place. Ouais. Donc, même c'est pas le même staff qui arrive. C'est-à-dire qu'il change tout le staff. Ok. Ouais. C'est-à-dire que le coach, il avait son staff, tout le monde est parti. Et moi, ils m'ont amené 2 adjoints, un préparateur physique. Mais tu les as pas choisis. C'est pas moi qui ai choisi. Ok. Mais par contre, avec ton background de préparation mentale, t'as essayé d'incorporer un peu des méthodes, des techniques en plus. Surtout au départ, mais beaucoup sur l'aspect collectif, c'est ça. Sur la connaissance individuelle. Par contre, j'ai pas fait d'accompagnement individuel comme j'ai pu faire avant au Paris FC ou autre, où le joueur, j'identifie ses problèmes, parce qu'en plus c'est pas ma posture de numéro 1 de le faire. Ouais. Mais sur l'aspect collectif, totalement. Ouais, t'as incorporé des techniques, des choses pour que inconsciemment il l'intègre, il le fasse, quoi. Non, c'est totalement. Et je pense dans le management. Parce que dans la capacité à qui prend les décisions, comment on décide, la communication, voilà, savoir, par exemple, créer des routines, tu sais, les entraînements, comment on s'est structuré, qu'est-ce qu'on fait avant l'entraînement, la vidéo, prévention, tu vois, après séance, qu'est-ce qu'on fait avant les matchs, faire un cri, le même cri de guerre, etc., pour sortir. Tu sais, c'est des rituels. Donc, toutes ces choses-là, plus compléter avec ta manière de manager. Mais après, c'est aussi cette vision d'essayer de donner de la confiance. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est de juger l'intention et pas la réalisation. Mmh. C'est vrai que des fois, c'est frustrant. Ouais. Mais en fait, je pense que quand tu entraînes des joueurs d'un certain âge... Ce qui est important, c'est de comprendre l'intention, c'est les accompagner sur l'intention. Et après, la réalisation, c'est de la répétition, c'est travailler dans des contextes différents. Mais par exemple, si le joueur il loupe un face-à-face ou un but tout fait, bon, toi, t'es énervé. Mais est-ce que, bon, ça peut arriver, mais est-ce que c'est pertinent de le détruire alors que lui-même, il le sait qu'il a loupé? Donc... et je pense que ça donne de la confiance et c'est quelque chose que je fais au quotidien.
et qui permet aussi des joueurs de se libérer. Et puis quand tu as un projet de jeu quand même qui est basé sur la prise de risque, tu vois, l'attaque. Ouais, t'es obligé d'avoir des déchets, tu peux pas tout réussir, quoi. C'est ça. Tu peux pas tout réussir. Donc je pense que ça fait partie aussi de ma manière d'amener l'équipe, tu vois. Et t'as formé aussi ton staff un peu à ces méthodes-là, du coup. T'as mis des process en place qui, eux, les amènent vers ce que tu veux. En fait, ce qu'il faut savoir, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut dessus être performant. Donc, j'ai pas pris les gars, le staff, je n'aurais pas fait des formations, hein, mais j'ai pris leurs compétences chacun. J'ai observé dans quoi ils étaient bons et je me suis dit, je vais vous utiliser comme ça. Ouais. Et par contre, après, on avait un process où chacun avait son rôle. Voilà, des fois, je pouvais me détacher des séances, prendre un peu plus de recul. Des fois, j'animais. Des fois, j'étais plus sur l'opposant. Voilà, et même dans le management, sur le coaching aussi, tu vois, pour les matchs. Ouais. Voilà, quelle position. Mais c'est comprendre en fait ton environnement avec qui tu travailles de manière intelligente et de partir de ton idéal pour l'adapter parce que ton objectif c'est de performer. Parce que si tu performes pas, de toute façon, tu te dégages. Donc, c'est comme pour les joueurs, tirer le meilleur parti de ton staff avec ce que tu as en main, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Donc, tu finis l'année. À quel moment vous avez été champion de Côte d'Ivoire ? Ça s'est fait comment, le titre ? Alors on a fini champion la dernière journée. Ah, la dernière journée, ok. La dernière journée. Une saison à 44 matchs, donc 3 compétitions. Oh, okay. En Afrique, c'est costaud parce que les déplacements sont longs. Ouais, la Ligue des Champions, tu vas loin. Ouais, très loin. Et nous, on partait pas en jet privé, quoi. Donc, donc c'est des vols commerciaux. Et du coup, la saison, exceptionnelle parce que on finit devant la SEC Mimosa. Il faut comprendre, la SEC Mimosa, elle fait partie, je crois, c'est la 11e meilleure équipe d'Afrique. Okay. C'est la meilleure équipe, le plus grand club de Côte d'Ivoire, qui a un budget largement supérieur. Et donc, on s'est tiré la bourre toute la saison. Et on finit sur le finish où on a 3 points d'avance sur eux. Et donc, ça a été... Voilà, faut comprendre qu'à la trêve, il y avait une autre équipe aussi qui était pas mal, c'était la FAD. Donc la FAD est première à la trêve, nous on est second et on a le même nombre de points. Ouais. Et après on prend la première place dès la 16e journée, quoi. Donc la première journée de la phase retour. Et là on pousse, on fait 5 victoires d'affilée, on est devant. Là il y a un truc qui se passe. Ouais. Même à un moment donné, on a 9 points d'avance sur la SEC, donc je crois 6 sur le second. La SEC était 3e. Et là, au mois de mars, on a une crise, quoi. Okay. Donc une crise. La panne qui s'explique par beaucoup de choses. Par quoi tu l'expliques ? Par problème de prime de Ligue des Champions, tu vois. Ouais. Donc parce que on a promis quelque chose et on a eu autre chose. Par il y a le Ramadan qui arrive, le carême. J'ai un groupe qui est composé de 80-85% de musulmans, le reste de chrétiens. Et il faut savoir que là-bas, musulmans et chrétiens vivent très bien ensemble. Et tout. Enfin, ça, c'est extraordinaire à vivre. Okay. La religion est très importante, c'est top. Et pour le coup, c'est la première fois où le carême même les joueurs derrière l'ont senti. Qu'on s'entraîne comme c'est pas notre centre d'entraînement. Ouais, t'as pas la main sur les horaires. Ouais, en fait, on s'entraîne à 10h, okay. 10h30, mais il fait très chaud. Ah ouais. Il fait 40, 45 degrés. Okay. Et on s'est vu trop beau. C'est-à-dire qu'on était en haut. Ouais. Donc les joueurs, en fait, c'est difficile parce que tu peux pas aménager correctement sur le plan. Enfin, c'était complexe. Et donc, on a eu un passage à vide. Un petit coup de mou au mois de mars. Et on perd la première place, quoi. Jusqu'à perdre la première place. Jusqu'à perdre la première place. Et là, c'est quoi tes mots ? C'est quoi ce que tu mets en place ? Bon, là, ce que je dis, déjà, je prends les joueurs et je leur dis il faut être lucide sur ce qu'on fait. On continue à jouer bien, mais on sentait qu'on faisait pas tout pour gagner, pour aller chercher. On attendait toujours que ce soit les autres qui fassent les différences. Et
je suis allé voir aussi le président. On a discuté pour réévaluer nos primes de match pour pouvoir essayer de compenser ce qu'on a le manque. Parce que j'ai dit sinon on va pas y arriver. Ouais. Et après aux joueurs, je leur ai dit que si on se remet pas à travailler, plus, on perd le titre. C'est fini. Donc on savait que on jouait l'équipe, enfin la FAD qui était passée première en confrontation directe. Donc on savait qu'on avait encore notre destin entre nos pieds. Et on joue on se met, on joue un Boaké, donc on gagne. Et là derrière, on doit jouer à FAD. Le premier. Et là je fais quelque chose. Vous êtes à combien de points ? On est à 2 points. Ok, donc si tu passes dehors. Ouais. Si tu gagnes, tu passes dehors. Là, j'ai fait quelque chose. Je vais raconter, personne n'est au courant. Ok. Faut savoir qu'on est dans un environnement, Côte d'Ivoire, où l'environnement est très complexe, l'arbitrage, les arrangements, etc. Il y a pas mal de corruption, c'est dur. Ouais. Et nous, le stade, pour être dans un club qui est un peu en dehors de ces choses-là, parce que parce qu'on fait pas partie des équipes qui ont ces avantages, bref. Ouais. Et j'ai utilisé, en fait, mes joueurs, j'ai appris qu'ils avaient été touchés par les adversaires pour faire en sorte que leur dire si vous nous touchez, on vous laisse gagner. Okay. Mais mes joueurs, je savais qu'ils avaient refusé. Et donc le match qu'on gagne contre Boaké avait été d'une tension extrême. Mais c'était incroyable. Ouais. Et après le match, je me suis dit, le match contre Afad, ils vont avoir la pression. Et en Afrique, ils ne savent pas gérer la pression. Ouais. Donc je vais créer... Moi, j'ai pris une prime de risque. Donc j'ai fait un truc, j'ai dit aux joueurs qu'ils avaient acheté le match. Je sais que c'était faux. Okay. Je les ai défoncés. Donc je dis, on n'analyse pas le match. Genre, c'est pas pour moi et tout. Ouais. Et donc les joueurs, ils disent, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu les choques. J'ai choc et je me mets dans une relation où je suis toute la semaine, je suis tendu, hyper dur. Ouais. Tu vois, je leur dis, tu joues le rôle à fond. Ouais, je joue le rôle, mais vraiment. Et en fait, j'ai créé un conditionnement qui a fait que après on a préparé le match tactiquement, etc. Oui, contre la FAD. T'as fait le minimum, t'as fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais j'ai créé un environnement où dans la semaine, t'avais pas un bruit. Les mecs étaient focus. Mais ils étaient même... ils comprenaient pas pourquoi j'étais... Enfin, ils comprenaient pourquoi j'étais énervé. Mais pour eux, ils disaient que c'est faux et tout. Comment tu peux penser ça de nous, etc. Mais au moins, ils se sont entraînés. Ils ont pas dit un mot. Ils n'ont pas bougé. C'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud. Ouais. On joue le match d'Afad. On fait un match énorme. On gagne 1-0. Ok, magnifique. Ils me tapent dans la main, mais tu sens que quand ils tapent dans la main, tu sais, ils ont un peu la rage contre moi. Ouais. Le lundi, tu leur avoues ? Lundi, je dis rien. Je dis, on démarre séance vidéo. On démarre la séance vidéo. Je dis, on va faire la séance vidéo. Les joueurs, ils m'arrêtent, ils disent, coach, pourquoi on fait la séance vidéo ? La semaine dernière, on n'a pas fait. Hein. Ouais, pourtant, ils te taquinent un peu aussi. Comme ça, ils font, pourtant, on n'avait rien fait. Ouais. Et là, après, donc, coach, on attend des explications. Mais je leur ai pas dit. Et parce que là, t'as un des capitaines, il dit, le gardien, il dit, coach, moi, je voulais gagner juste pour vous montrer. Parce que, en fait, les joueurs, ce que je leur disais, si vous êtes honnête, si vous êtes loyal, etc., montrez que vous n'êtes pas des tricheurs. Tu vois, je l'avais pris comme ça. Ouais. Et le gardien, il arrive, il dit, moi, je voulais juste qu'on gagne pour vous montrer qu'on n'est pas des tricheurs.
Et en fait, j'avais tout gagné parce que le match qu'on a joué, ils n'avaient pas de pression. On jouait. On allait chercher. Ouais, il y avait le petit effort en plus. Et du coup, alors je leur ai pas dit. T'as pas avoué après? Non, j'ai pas avoué parce que je leur ai dit, par contre, j'ai dit, ok, je m'excuse. Je me suis excusé sur le fait que je pensais que ça avait été des tricheurs et tout. Alors que parce qu'ils m'avaient expliqué ce qui s'était. Eux-mêmes m'ont expliqué ce qui s'était passé. Ouais. Mais je le savais en fait. Ok. Et ça, je leur ai pas dit parce que. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin. Tu sais, des fois, ils n'ont pas besoin de toujours savoir pourquoi tu fais les choses. Bien sûr. Mais du coup, ça a marché. Et derrière, après ça, on a enchaîné 5 victoires d'affilée. Mais jusqu'à la dernière journée, du coup. Jusqu'à la dernière journée. Et tu vois, l'avant-dernière, dernière journée, pour le coup, ouais, c'était dur. Hein. Émotionnellement. C'est long quand tu veux et jusqu'à tout. la dernière. Ouais, et même en termes de gestion de pression. Donc voilà pour l'anecdote. Mais ça, je l'ai jamais fait. Je le ferai sûrement peut-être jamais. Je me suis adapté au contexte. J'ai pris une situation où je me suis dit, je vais la tourner pour faire que. Ouais, pour tirer le meilleur. Pour en tirer le meilleur. Ouais. Donc ça, c'est récent. Et donc voilà. Excellent. Du coup, tu finis champion en Côte d'Ivoire. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Tu ne continues pas là-bas. Ouais. C'est quoi la suite? C'est quoi tes projets? Alors la suite Non, je vais rien annoncer parce que on est en discussion. Évidemment. Ce qui sera sûrement possible. Donc peut-être quand ça sortira, s'il faut, ça sera pas du tout ça. Mais non, mais l'idée c'est J'essaierai de poster l'épisode assez rapidement. Non, c'est d'évoluer dans un championnat encore meilleur. Donc ça peut être peut-être l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc. Je pense pas que ça sera l'Europe. Ou alors si c'est l'Europe, ça sera pas en qualité de premier. Ouais. Parce que j'ai cette problématique du diplôme qui aussi me coince pour même la Ligue des Champions en Afrique. Et donc voilà, la suite c'est ça, c'est d'aller chercher, c'est d'évoluer, c'est de me challenger, c'est de faire la même chose mais dans un environnement encore supérieur. Un échelon au-dessus. Ouais, pouvoir continuer. Excellent. Et tu comptes passer tes diplômes justement pour pallier à ces choses-là? Non, oui. Ça, c'est. Non, je pense que d'ici quelques temps, ça va être réglé. Okay. J'ai eu la fédération et. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de passer diplôme en France à la base, quand t'as pas été professionnel, quand t'es jeune. En plus. Et maintenant, c'est aussi quand t'es à l'étranger. Donc maintenant, il y a la voie de la VAE. On m'a contacté pour me solliciter pour faire dans cette voie les diplômes, donc enfin le dernier quoi. Et donc voilà, je pense que bon. Ouais, je croise les doigts, d'ici 1 an, 2 ans, ça sera. Continue de faire ce que tu fais, évoluer et pareil, prendre la même pente. Non, voilà. Après, c'est sûr que c'est frustrant parce que j'ai eu beaucoup de contacts, que ce soit des gros clubs africains ou même ici. Je pense que j'aurais déjà signé ici, en 2e ou 3e division en France, en Belgique, enfin. Suisse, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du. De toute façon, une fois que tu as mis le pied dehors, t'es dans un championnat où tu as complètement cassé les codes, plus rien ne te fait peur. Non, plus rien me fait peur. Après, je sais que le problème, c'est que le foot n'a pas de mémoire et que l'Afrique, c'est dur pour réussir. Parce que il y a les moyens, mais il y a aussi l'environnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est difficile. J'imagine. Et donc, voilà, quand on arrive à faire une performance, on se dit toujours, bon, on croit en soi, mais est-ce qu'on sera capable de faire la même chose? Donc, bon, voilà, mais après, moi, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ça. Donc, ce qui me drive, c'est le terrain, c'est amener les équipes à performer. Donc, tant que je pourrais le faire, ça sera un plaisir. C'est ça. Tu avais dit qu'à 15-20 ans, tu te voyais être à cette place aujourd'hui. Est-ce que tu sais où tu te vois déjà à 35 ans, par exemple? Ouais, mais plus haut, quoi. Après. Ouais. Ouais, en fait, plus haut, la problématique, c'est. Ils sont où tes rêves? Non, mes rêves. Non, mon rêve, mais ça, c'est pas forcément à 35 ans. Ça serait gagner la Ligue des Champions. Voilà, mon rêve. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Voilà, mais après, entre le rêve et la réalité, il y a toujours beaucoup de choses, mais. Ouais, mais à 35 ans, non, si je peux. J'aimerais entraîner en France, ouais.
T'aimerais revenir en France? Ouais, je pense que. En France. Ouais, on dit toujours qu'il faut, avant d'être roi à l'extérieur, il faut être roi ici. Donc, il faudrait revenir, être capable de réussir. Après, est-ce que ça se fera? Je sais pas, peut-être pas, peut-être oui. C'est comme les joueurs. Hein. Des fois, quand on est jeune joueur, au départ, on croit en beaucoup de choses. Des fois, il y en a, c'est bon pour eux. Et puis, certains, malheureusement, ils ont un parcours différent. Ils s'adaptent. Ouais, ce qui est intéressant. J'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai joué en jeune qui ont des parcours comme ça. Et parfois, c'est peut-être plus intéressant d'évoluer vers le haut avec un parcours de haut et de bas que quelqu'un qui stagne et qui est moyen, quoi. Mais pour le coup, ouais. Et en plus, en tant qu'entraîneur, je pense que ça te forge. Mais la difficulté, c'est que les postes d'entraîneur, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut qu'un entraîneur il parte pour que ça soit ouvert. C'est chaise musicale. Ouais, et après, il faut que le projet corresponde aussi à... Parce que je pense pas que tous les coachs peuvent entraîner toutes les équipes. Hein, parce que je pense que chaque club est différent. Ouais. C'est un peu comme chaque foyer, quoi. Avec son président, sa manière de fonctionner, les ambitions, le style de jeu. Et c'est ça qui est en plus complexe. C'est que pour réussir, il faut que tu sois aussi dans un environnement. Tu vois, donc, Je pense qu'en France, tu matcherais avec quelle équipe? Soit par affinité parce que tu aimes bien ce club-là, soit parce que tu vas bien avec l'environnement, avec les supporters, avec la ville. Mais par exemple, un club comme Strasbourg, je pense parce que par rapport au style de jeu qu'ils ont fait cette saison, par rapport au public, c'est plutôt pertinent. Il s'est passé un truc cette année à Strasbourg. Ouais. C'est sympa. C'est plutôt, tu vois, c'est ce genre de club. Ouais, puis tu sens que c'est cohérent. C'est sain, tu peux faire des choses. Ouais, c'est clair. Passionné. Après, t'as des clubs qui tournent. Ouais, après, tu vois, même Le Havre, même s'ils ont peu de moyens, toi, je trouve que c'est cohérent. T'as une identité, t'as une volonté de travailler. Donc, après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aussi la haute performance, chose que pour aujourd'hui, je suis pas. C'est-à-dire, tu vois, ce qui est surprenant, c'est qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui me suis formé un peu partout en Europe. Tu continues de te former? Ouais, je continue. J'aime ça, en fait. Sur de la tactique, de la préparation mentale. Ouais, alors, la tactique, c'est plutôt de l'analyse, tu vois. J'aime regarder avec des plans larges, par exemple, les matchs de haut niveau, très haut niveau. Après, sur les aspects mentaux, ça allait chercher. Après, sur l'entraînement... je me suis formé ce qui se fait au Portugal, en Espagne. Pouvoir aller chercher le truc en plus, quoi. Le truc en plus, c'est t'ouvrir. Par exemple, sur les coups de pied arrêtés. Tu vois, cette saison, on marque 24 buts sur coups de pied arrêtés en 44 matchs. Quand tu sais que tu marques un but sur coup de pied arrêté, quasiment un but sur deux. Un but sur deux. En fait, j'ai eu la chance, il y a à peu près un peu plus d'un an, de faire une rencontre pendant 3 heures avec... un entraîneur des coups de pied arrêtés qui a mis en place ça au Real Madrid et qui m'a pas forcément donné des stratégies, mais mais peut-être la vision, tu vois. Et du coup, t'as réussi à l'implémenter. Ouais, tout à fait. Et ça fait partie de cette idée-là. Et tu vois, ce qui est surprenant, c'est que je suis dans un environnement où la haute performance, tu peux pas l'avoir. Parce que les moyens sont totalement différents. C'est vrai, tu t'entraînes, tu peux faire, tu peux bien t'entraîner, etc. Mais en termes, pas le truc en plus. Mais par exemple sur l'entraînement invisible, sur tout ce qui va sur la nutrition, etc. On peut pas être très pointilleux, tu vois. On peut pas aller jusqu'au bout. Oui, non, mais on est même très très loin, tu vois, de ce que par exemple peuvent faire le Paris Saint-Germain, tu vois. Ouais. Mais à la fois. Je me suis quand même adapté. Même si j'aimerais, je pense un jour, être dans cet environnement de haute performance. C'est ça qui me drive, tu vois. Très, très, très haute performance, quoi. Ouais, en fait, je trouve ça pertinent. Je trouve que c'est ce qui me motive parce que tu vois, tu vas chercher toujours plus. L'excellence, ça attire. C'est incroyable. C'est un sujet incroyable et dans tous les domaines. Ouais. Et encore plus, toi qui es coach, tu dois avoir cette vision 360 de tout un groupe, de tout un club même, mais même de toute une ville. Comment tirer le meilleur parti de tous ces gens-là, les rassembler et les emmener vers un but commun. Non, c'est clair. C'est là où l'excellence, elle a pas de... Tu peux pas avoir de compromis sur l'excellence. Non, c'est clair. Et ça, c'est
c'est quelque chose que... Mais je pense pas que, tu vois, chaque coach a sa personnalité. Il y en a, on est plus influencé par certaines choses. Et moi, j'aime ça. Et ce qui est drôle, c'est que je suis dans un environnement où je peux pas le faire. Donc, c'est vrai que je me dis, est-ce que peut-être mon rêve ou l'idéal, ça serait un jour que j'arrive à être dans cet environnement aussi. Après, toi, ton excellence à toi, en l'occurrence, c'était de tirer le meilleur parti de ce que tu avais. C'est ça. Et c'est ça l'excellence. L'excellence, c'est pas toujours faire le mieux et être parfait dans tous les domaines. C'est tirer le meilleur parti de ce que tu as. Et ça, le conseil que je peux avoir pour les jeunes coachs ou autres, c'est que... parce que, tu sais, des fois, on va arriver avec ses idées et qu'on a tendance à non, ça, on peut pas, on n'a pas ça, on va commencer à être frustré. Et c'est vrai que j'étais un peu comme ça quand j'étais plus jeune, même si je suis encore jeune. Mais et je pense que la Côte d'Ivoire, l'Afrique m'a amené ça. C'est-à-dire la capacité, il faut que tu t'adaptes. De toute façon, tu dois gagner. Donc, comment tu fais? Et donc, après, il y a des choses où il faut pas tout accepter. Et il faut être capable aussi de se battre pour avoir certaines choses et pour pouvoir mieux travailler. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi performer et expliquer qu'il y a des choses qui sont importantes pour la performance. Mais après, il faut comprendre aussi où tu es, quels sont les moyens que tu as et qu'est-ce qui est le plus important. Ouais, tu es obligé de faire des compromis sur C'est ça. quelques aspects pour pouvoir avoir ce que tu veux par rapport à tes guides. Non, mais c'est totalement ça. Par exemple, sur le choix du matériel, si tu n'as pas les moyens d'avoir les GPS ou si tu peux avoir les GPS mais tu peux pas avoir tu vois, autre chose. Enfin, il faut savoir... choisir ses combats. Voilà, choisir ses combats. Totalement. Et ça, c'est très important. Et il faut comprendre l'environnement. Et je pense que pour pouvoir réussir, c'est important de comprendre l'environnement et comprendre qu'est-ce qui serait important pour performer, pour gagner dans l'environnement que tu es. Et garder ça en tête. Ouais. Je te propose qu'on finisse là-dessus. Okay. Ça aurait été un super échange. Merci à toi. Merci à toi d'avoir répondu présent et je te souhaite plein de réussite. Merci. Et je vais suivre l'actualité pour voir où tu peux rebondir.